César de Brito, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes un agent immobilier un peu particulier. Vous dirigez de Brito Properties, agence immobilière à Lisbonne, et vous êtes issu du monde de la finance. Exactement. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans le milieu financier. Et puis, en 2014, j'ai décidé de tout claquer pour partir m'installer au Portugal. Donc, vous aussi, vous avez cédé aux sirènes du Portugal. Exactement. Donc, moi, j'ai des raisons. Je suis portugais d'origine, mais ma femme et mes enfants, eux, français, ils étaient habitués à une vie francophone. On a décidé de partir s'installer au Portugal. Alors, qu'est-ce qui vous a... ça a été quoi le déclic? Alors, le déclic a été, on avait besoin d'un appartement plus grand. Donc, on a commencé à regarder Brault-la-Reine, on a regardé Lyon et on a regardé Aix-en-Provence. Et puis, un week-end à Lisbonne, ma femme est tombée amoureuse et on a décidé de s'installer à Lisbonne. La raison fiscale aussi aidant, parce qu'il y a eu le statut de résident non habituel qui a été publié en 2013. Et tous les reportages qui, à cette époque, ont commencé par les médias français à promouvoir la fiscalité avantageuse au Portugal, étaient faites pour des gens comme moi, c'est-à-dire rapatrier des Portugais d'origine qui ont étudié et travaillé à l'étranger, donc la matière grise, la rapatrier au Portugal. Malheureusement, moi, la matière grise, je l'ai laissée en France et j'ai développé l'action au Portugal dans l'immobilier parce que quand je suis arrivé à Lisbonne, le marché immobilier était complètement vierge, il y avait un potentiel énorme. Et vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de matière grise dans l'immobilier, chez des agents immobiliers? Ce que je suis en train de dire, c'est toute l'analyse et toute la complexité d'un investissement boursier. Quand on fait un investissement immobilier, c'est ce que j'aime dans l'immobilier, c'est beaucoup plus simple. On touche la pierre, on touche le concret et lorsqu'on achète une action ou lorsqu'on vend une action, la valorisation d'une entreprise est le fruit de l'offre et la demande. Et plus l'offre est importante et plus le prix baissera et plus la demande est importante et plus le prix montera. Dans l'immobilier, c'est la même chose, mais il y a quand même plus de fondamentaux. Plus de fondamentaux. Alors du coup, tout ça, ça vous a amené à développer une vision de votre métier issue de celle de la finance. Concrètement, vous avez mis en avant votre rôle de conseil. Exactement. Donc aujourd'hui, je ne me vois pas comme un agent immobilier, je me vois comme un consultant au service des expatriés qui veulent investir et s'installer au Portugal. Notre objectif, c'est de faire réussir le projet d'expatriation de nos clients. Il y a un enjeu fiscal, il y a un enjeu patrimonial qui doit être analysé dans toute décision d'expatriation au Portugal. Et ça, beaucoup de clients français, malheureusement, pensent que les notions de fiscalité sont simples et que de vivre 6 mois et 1 jour au Portugal suffisent pour devenir résident fiscal portugais. La réalité nous montre que c'est bien plus complexe parce qu'il y a une notion de centre d'intérêt économique, il y a une notion d'allocation de son patrimoine entre la France et le Portugal. Donc il y a quand même une analyse en amont qui doit être faite. Et nous, on prend ce rôle très à cœur parce que c'est mon histoire et on oriente nos clients vers des professionnels, des avocats fiscalistes français, des avocats fiscalistes portugais et on aide dans tout ce qui est installation ensuite, toutes les démarches administratives pour éviter les erreurs. Dites-nous un petit peu, c'est quoi les projets types d'un investisseur français aujourd'hui qui se lance au Portugal? Donc historiquement, nos clients, c'est des clients retraités qui ont décidé de partir de Paris ou de Lyon ou de Lille, d'un centre urbain et qui veulent vivre dans une nouvelle ville au frais, au soleil et profiter. Et profiter d'un pouvoir d'achat boosté. Alors le pouvoir d'achat boosté, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau comme beaucoup aujourd'hui de Français installés le disent. Moi je dis, c'est avant le choix c'était je vais m'installer à Nice, je vais m'installer à Cannes, je vais m'installer à Toulouse. Je choisis une ville dans le sud de la France et je pars vivre ma retraite au soleil. Le choix était limité à la France. Avec l'avantage fiscal et la publicité qui a été faite au Portugal sur cette loi, le statut de résident non habituel, les Français ont découvert le Portugal. Les Français sont venus pour l'avantage fiscal. Ça, aucun doute. Ils ont découvert le pays et on va dire que venant de la finance, les produits financiers dans l'immobilier défiscalisant, c'est un sport national d'investir dans un produit pour ne pas payer d'impôts à la fin. Donc, la philosophie française, dès lors qu'on a une carotte fiscale, est importante. La vie, une fois que les gens sont sur place, ils découvrent le Portugal. Et beaucoup de nos clients nous disent on a l'impression de découvrir la France il y a 40 ans. Les gens accueillants, les voisins qui se connaissent, la convivialité. Pourquoi? Parce que le Portugal n'a jamais été impacté par le tourisme de masse. On a été protégé, entre guillemets. Il y a eu l'Espagne entre la France et le Portugal. Et donc le tourisme de masse s'est arrêté en Espagne.
Et je comprends mes voisins espagnols qui ont un petit peu marre et qui ont moins de naturel et moins de dévotion avec les étrangers qui arrivent parce qu'ils ont déjà beaucoup de volume. Comment vous avez fait pour éviter tous les dérapages qu'on a vus en Espagne? Alors, il y a eu la promotion, comme partout, donc il y a eu un peu de béton. On va dire que l'Algarve a déjà subi beaucoup de construction, mais jamais dans l'excès espagnol. C'est encore une fois l'offre et la demande. La demande n'a pas été telle pour justifier de construire des tours comme en Espagne, en bord de mer. Donc on a construit mais des résidences à taille humaine qui se sont développées, qui ont couvert une grosse partie du territoire. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans l'Algarve, vous avez énormément de golf, énormément de resorts. Et il faut savoir qu'il y a 50 000 Anglais qui vivent à l'année déjà dans le sud du Portugal. Et qu'il y a énormément de Français. Je crois que les Français représentent un tiers des investissements étrangers au Portugal. Alors aujourd'hui, il y a un cinquième des transactions immobilières au Portugal qui est faite par un étranger et un tiers, c'est les Français qui sont dans la part des étrangers qui investissent au Portugal. Donc les Français sont les premiers et en taux de croissance, c'est le pays qui a le plus découvert et cru au Portugal. Donc les Français en taux de croissance sont les plus importants. Donc on revient sur première clientèle, les seniors qui veulent aller prendre leur retraite là-bas et profiter du cadre fiscal qui était très attractif, mais qui ne va peut-être pas durer en réalité. Alors aujourd'hui, il y a de nouveau des rumeurs parce que l'État français voit partir 6 000 Français. Donc l'État portugais face à ce bras de fer entre la France et le Portugal, a publié les chiffres finalement. Donc les chiffres officiels, il y a 23 700 résidents non habituels au Portugal depuis le lancement de cette loi et 6 000, un peu plus de 6 000 sont français. Donc il y a ensuite des Italiens, il y a ensuite des Suédois, des Nordiques. Et la France veut renégocier, veut remettre en cause la convention entre le Portugal et la France parce que les Français qui vivent au Portugal ne payent pas d'impôts. La réponse qui a été donnée dans les médias par le ministre des Affaires étrangères portugaise a été très claire. Le jour où le jour où le Luxembourg, la Hollande, l'Irlande changeront leur loi fiscale nationale pour attirer des entreprises à une fiscalité des entreprises plus attractive, les holdings à une fiscalité plus attractive ou les fonds d'investissement pour le Luxembourg. Bref, tous les pays en Europe ont des niches fiscales, même la France. Et donc chaque pays, le jour où ces pays arrêteront avec ces niches fiscales, le Portugal arrêtera aussi avec sa niche fiscale. Et on parle de 23 000 personnes. Ce n'est pas non plus une évasion fiscale. Le Portugal ne fait pas la promotion de l'évasion fiscale. Il fait la promotion du Portugal comme la Floride de l'Europe. Donc vous écartez tout risque à court terme? À court terme, je pense qu'il y a assez de moyens et de ressources du côté portugais pour répondre à une menace étrangère européenne, si besoin, en passant la position de 0% à 5% par exemple. Alors au-delà des seniors, il y a aussi les entrepreneurs, les start-upers qui se sont installés à Lisbonne ces dernières années. Et ça entretient le marché. Exactement, c'est la deuxième vague de nos clients. Donc la première vague, ça a été les clients retraités qui avaient envie de s'installer pour vivre une retraite jeune et active, intéressante. Et la deuxième, les expatriés. Donc aujourd'hui, au lycée français de Lisbonne, il y a 500 enfants sur liste d'attente. Pour vous montrer, il y a 2000 enfants inscrits et il y en a 500 qui ne trouvent pas place. Ça montre l'ampleur de la demande. Les expatriés viennent au Portugal. Pourquoi ? Facilité d'entreprendre, main-d'œuvre qualifiée et peu chère, et main-d'œuvre qui est multilingue. Les Portugais parlent facilement l'anglais, l'espagnol et le français. Et puis, statut fiscal avantageux, je crois. Alors, tout dépend. Si vous êtes entrepreneur au Portugal, vous allez payer des impôts comme un Portugais. C'est mieux que de payer des impôts comme un Français? Alors, moi, je dirais que non. Un actif au Portugal, au-dessus de 80 000 euros de revenus annuels, qui en France, pour un cadre, c'est des revenus normaux, entre guillemets, au Portugal, on est déjà à la tranche marginale à 48%. Donc au Portugal, en fait, l'imposition peut être plus importante qu'en France sur des gros revenus. Un chef d'entreprise au Portugal va vivre de ses dividendes. Il va être taxé à 28%. C'est mieux que les 31%, c'est pas non plus énorme comme avantage. Voilà, il y a pas, voilà. Ce que je veux dire, c'est pour un entrepreneur qui va créer son entreprise au Portugal, l'avantage fiscal n'est pas la motivation, c'est pas la carotte. Maintenant, la motivation, c'est la dynamique.
Les gens comparent Lisbonne à Los Angeles, pardon, à San Francisco, je me trompe toujours. La Silicon Valley de l'Europe. Voilà, donc après la Floride de l'Europe, le Portugal a envie de devenir la Silicon Valley de l'Europe. Et l'État portugais a déjà été faire des plans marketing et de la communication à San Francisco pour essayer d'attirer les startups américaines à venir ouvrir au Portugal. Et ça a marché, Google a déjà embauché 600 personnes et ils ont annoncé qu'ils allaient doubler à 1200 personnes. Une banque française, BNP, a commencé avec 2000 salariés il y a 4 ans et aujourd'hui ils sont plus de 6500 salariés. Donc il y a un boom de la matière grise au Portugal en ce moment. Et donc ça attire beaucoup de personnes un peu partout. Bon, mais alors ce bouillonnement au niveau des prix de l'immobilier, ça a entraîné une grosse remontée des prix ces dernières années. Aujourd'hui, c'est finalement une destination assez chère, non? Alors Lisbonne, un marché immobilier, c'est toujours local. Donc on va parler de Lisbonne et après on parlera du reste du marché. Lisbonne, dans les quartiers autour du lycée français, oui, il faut compter 6 000 € le mètre carré pour pouvoir acheter un appartement. Pourquoi? Parce que la demande est telle que les prix s'ajustent. Maintenant, de l'autre côté de la colline, on va du côté... 6 000 €, on était à combien il y a 5 ans? On était à 2 500 €. Donc là, le potentiel de plus-value, il a été largement fait. Le potentiel de plus-value aujourd'hui, je vous aurais dit il y a 2 ans, 5 000 € à Lisbonne, c'est trop cher. On est déjà à 6 000, 6 500 €. Dans les programmes neufs, on est à 9 000 €. En fait, le marché, tant qu'il y a une demande et que cette demande valorise le bien, parce qu'en fait, il faut comparer ce qui est comparable. Un bien neuf à Lisbonne dans un programme immobilier, c'est quand même un bien de luxe, réhabilité, et toute cette population va vouloir habiter autour de son emploi. En plus, il y a une vue sur le Tage. De rien, de 1 200 € le mètre carré, on est passé à près de 2 000 € le mètre carré. Bon, alors où est-ce qu'il faut investir aujourd'hui si on veut un réservoir de plus-value? Aujourd'hui, la grande couronne de Lisbonne présente encore énormément d'opportunités. On traverse le pont, de l'autre côté du Tage, on divise par 4 les prix des biens au mètre carré. Donc on peut acheter encore à 1 000 €, 1 500 €, 2 000 € le mètre carré de l'autre côté du Tage. Dans de l'ancien? Dans de l'ancien. Dans le neuf, on sera à 3 000 €. Quand vous dites de l'autre côté du Tage, c'est précisément quelle commune ou quel ça quartier? Ça va être de côté Almada, Seixal, Alcochete, Azeton. Donc Azeton, c'est une ville très bourgeoise où les familles nobles avaient leurs fermes avec leurs vignobles. Et donc qui a été préservée avec des petits logements. Et vous avez une réserve naturelle tout derrière. Et derrière la réserve naturelle, vous avez la mer. Donc on est dans un environnement, on n'a pas l'impression qu'on est à une demi-heure de Lisbonne, on a plutôt l'impression d'avoir une villégiature. Et le prix au mètre carré est de 2 000 € dans cette région. Donc là, on a vu sur Lisbonne, et il y a Porto qui bouge aussi énormément. Alors le centre de Porto, voilà. Maintenant, il y a 700 km de côte au Portugal. On peut trouver un appartement avec vue sur la mer à n'importe quel budget. À Cascais, ça va coûter 12 000 €. À Viana do Castelo, ça va vous coûter 1 500 €. À Porto, le centre de Porto, le boom immobilier de Porto est le même qu'à Lisbonne. Comme toutes les histoires des centres urbains, les villes en Europe ont toutes connu la même histoire. Le Marais, il y a 20 ans, c'était un quartier insalubre où personne ne voulait habiter. Aujourd'hui, c'est le quartier à la mode. Et bien Lisbonne, c'était une ville insalubre. Porto, c'était une ville insalubre où personne ne voulait habiter. Aucun Portugais ne misait sur un investissement pour sa famille, pour habiter dans le centre-ville. Tous les Portugais sont partis en périphérie, habiter dans les banlieues dortoirs ou les villes un peu plus bourgeoises. On est passé de 800 000 habitants à 500 000 habitants dans le centre de Lisbonne. À Porto, je n'ai pas les chiffres, mais le phénomène est le même. Aujourd'hui, la ville de Porto renaît grâce à la loi sur la réhabilitation urbaine. Ça permet de générer de l'investissement qui est taxé à 5% uniquement parce que l'investisseur a pris des risques dans le centre-ville. Il a rénové un immeuble, il le met sur le marché de la location de la vente pour attirer des Portugais ou des étrangers. Et les étrangers ont répondu à la demande. Pourquoi? Parce que les étrangers ont valorisé le centre-ville qui n'est pas un lieu de vie pour eux, c'était un lieu de vacances et donc c'est pour ça que l'adéquation entre investissement touristique et centre-ville urbain a été un match parfait parce que l'investissement a permis de répondre à une demande et une demande importante étrangère. Aujourd'hui, Porto, c'est 5 000 € le mètre carré. C'est 5 000 € le mètre carré. Et quand je suis arrivé, c'était 500 €. Donc
fois 10 en 5 ans. Voilà. C'est le marché qui a le plus progressé sur la partie investissement touristique. Tous les immeubles à Porto aujourd'hui ont été pensés pour faire des studios, pour les mettre en location touristique, qui vont générer 10 à 15 000 euros par an. Justement, location touristique, est-ce que faire du Airbnb à Lisbonne ou à Bordeaux, ça reste une bonne idée ou c'est complètement terminé? Alors, ça reste de tous les placements locatifs sur le marché portugais, ça reste le placement qui rapporte le plus. Mais l'État portugais, la mairie de Lisbonne surtout, a estimé qu'il y a eu des zones où il y a eu un excès de licences qui ont été attribuées pour l'exploitation d'appartements touristiques. Donc aujourd'hui, il y a 5 quartiers de Lisbonne qui ne sont pas des vrais quartiers parce que la mairie a délimité des territoires en disant que ces territoires, il y avait plus de 25% ou près de 25% des logements qui étaient déjà destinés à du location touristique et que c'était peut-être trop. Donc ils ont mis un quota, ils ont arrêté de donner des nouvelles licences et ils vont regarder la situation pendant 2 ans, analyser le marché. Et ensuite, ils vont ouvrir ou pas le marché à nouveau. Donc ça, on va dire que dans quelques quartiers très touristiques de Lisbonne, il y a eu un frein au développement d'investissement touristique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens du centre historique sont en train d'aller vers d'autres quartiers qui n'étaient pas des quartiers en bord d'otage, qui se destinaient à la location touristique, qui sont à 5 minutes du centre historique. Et ces quartiers-là commencent à développer de nouveau des logements touristiques et on trouve des opportunités pour nos investisseurs. Alors si vous aviez un dernier conseil à donner à nos auditeurs? Alors aujourd'hui, choisissez en fonction de votre cœur. Donc l'immobilier, c'est toujours une histoire de passion. Vous devez avoir le coup de cœur pour l'appartement. La partie financière, elle vient après pour valider votre choix. Et des fois, il faut écouter plus son cœur que son portefeuille.